Et bonjour à tous. Après ma vidéo sur le ERP, je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème du roleplay couple et du roleplay famille. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin pour expliquer en quoi ces deux, voire ces trois types de RP sont fortement liés. C'est pourquoi cette vidéo va se découper en trois grandes parties. Une sur le couple, du coup, une sur la famille, et on terminera bien entendu avec les interviews en fin de vidéo. Voilà. Alors, que ce soit dans la vraie vie ou un jeu, ils occupent beaucoup de place, ces roleplays. C'est un RP qui divise pour plusieurs raisons que j'évoquerai au cours de cette vidéo. Mais quel que soit notre avis sur la question, il est important de souligner que le roleplay couple et le roleplay famille, c'est totalement inévitable. Pas forcément pour son propre roleplay, hein, mais dans les interactions avec d'autres joueurs, vous devrez composer avec cet aspect même si ça vous fait souffler. Enfin, sauf si vous arrivez à ne trouver que des personnes boycottant complètement cet aspect du jeu, mais là, je vous souhaite, vraiment bon courage. Heu, Quelle que soit notre dose de roleplay quotidienne, vous ne pourrez pas ne pas rencontrer de personnes qui font l'un ou l'autre, voire les 2. Alors, roleplay couple, roleplay famille, ben, on en pense quoi? Et bonjour, c'est la psy du montage qui prend la suite. J'interromps un petit peu cette vidéo pour vous dire qu'en fait, comme, avec la sortie de Midnight, j'avais pas beaucoup d'actualité roleplay, j'ai décidé de passer une annonce sur les forums sur lesquels je suis déjà et de donner un peu de visibilité, aux artistes, qu'il y a sur les serveurs. J'ai pas eu beaucoup de réponses, mais voilà. Je tout ça pour vous dire qu'en fin de vidéo, je ferai pas une actualité roleplay, mais à la place, je vous parlerai, des 3 artistes, qui m'ont répondu. Voilà, à tout de suite. Alors, tout d'abord, le roleplay couple. Cette partie, elle va être divisée en 2 sous-parties, une sur le couple dans toute sa théorie et une sur le couple mis en abîme avec le lore. Je voudrais qu'on explore ensemble ce qui fait l'essence du roleplay couple. Alors, tout comme dans la vie réelle, le roleplay occupe une place très importante dans la vie et c'est pas possible de passer totalement à côté, que vous vous mettiez en couple ou pas, c'est vraiment pas la question, hein. Pour comprendre, il faut se rendre compte que même si le roleplay, c'est le roleplay, comme diraient les joueurs, derrière le personnage, il y a forcément un joueur en chair et en os et nous incarnons des humanoïdes qui peuvent tomber amoureux, se marier, se reproduire, donc cet aspect-là, il est forcément transposé et adapté sur Azeroth et du coup, bah, c'est tout à fait normal de trouver des couples. De manière générale, ne se met pas en couple qui veut. C'est comme IRL, j'espère que j'ai pas besoin de vous le rappeler ça. Voilà. Il y a toujours une forme de concertation hors du personnage. La façon dont on se concerne diffère d'une situation à l'autre, je dirais. C'est inévitable par contre et c'est l'étape qui va avoir la plus grande importance parce que c'est là que les 2 joueurs se jaugent et à la fin de cet échange, si les 2 joueurs se sentent assez bien l'un avec l'autre, un couple est créé. C'est une règle de base, vous ne décidez pas tout seul de vous mettre en couple, hein, je le répète, voilà. Certes, votre personnage est un tas de pixels, mais derrière le personnage, il y a un joueur ou une joueuse qui doit avoir le choix de se mettre en couple ou pas et à quelles conditions surtout. Vous verrez au travers de mes vidéos que le consentement, c'est à mon sens, pardon, la règle est la plus essentielle en roleplay, quel que soit l'aspect incarné. Heu, voilà. À titre personnel, je n'ai mis un personnage en couple avec un inconnu qu'une seule fois et franchement, c'était pas fameux. J'ai largement préféré les 2 couples que j'ai formés avec 2 personnes que je connaissais très bien, autant en roleplay qu'en dehors du roleplay. Voilà. Nous disions donc que le roleplay couple, ça se décide à 2 ou à 3, enfin, à autant qu'il y a de de partenaires dans le couple, j'ai envie de dire. Le reste, c'est une affaire d'entente. Beaucoup de couples ne tiennent pas, soit parce qu'il y a une incompatibilité d'agenda IRL, soit parce que les joueurs ne se rendent pas, se rendent compte que leurs visions des choses sont incompatibles, soit parce que l'un des joueurs se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas son truc. Et c'est tout à fait acceptable, hein. Il y a des gens, ils vont se dire, bah, je vais tenter, on verra bien, et puis ça leur correspond pas, et puis et ben voilà, hein, c'est la vie, hein. Voilà. Alors, par contre, à mon sens, la majorité des couples qui ne durent pas dans le temps ne restent pas en grande partie parce qu'ils n'ont pas suffisamment discuté des limites de chacun et la 2e chose qui revient beaucoup, c'est l'incompatibilité au niveau de l'agenda.
Le roleplay couple, c'est une forme d'échange différent du roleplay classique. Il faut incarner une forme d'intimité qui sera propre à chacun. Tout comme dans la vraie vie, votre personnage réagira avec sa propre personnalité en amour. Par exemple, est-ce qu'il est jaloux, fidèle, opportuniste, don Juan? Tout est possible. Votre seule limite, en fait, c'est la vôtre, et enfin, vos seules limites, du coup, c'est la vôtre et celle du personnage qui est à vos côtés. Sachez qu'il n'est pas rare que ce type de roleplay rapproche les joueurs, même en dehors du roleplay. Alors attention, je vous dis pas que vous allez trouver l'amour, hein. Je parle plutôt d'une forme d'amitié et de complicité différente, plus poussée parce que, bah, il faut bien s'entendre hors roleplay pour s'entendre en roleplay. Cependant, je tiens à vous encourager à réellement discuter avec le joueur ou la joueuse qui souhaite, se rapprocher son personnage du vôtre, parce que poser des limites claires et essentielles, c'est important. Et ne vous sentez pas mal de rompre avec votre partenaire si la personne vous met mal à l'aise ou si vous avez une part de vous qui se sent pas totalement sécure. C'est pas parce que c'est pour de faux et que ce sont des pixels que vous devez disparaître complètement derrière votre personnage. Et malheureusement, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Vous aurez forcément affaire à des joueurs mal intentionnés. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais les limites, c'est vraiment très, très, très important. Et les plus importantes, c'est les vôtres, en tant que personne. Et non, il n'y a pas de honte à mettre fin à une situation qui vous met mal à l'aise, hein. Quelle que soit la situation en question, hein, ça peut être un truc qui a l'air random pour tout le monde, on s'en fout, c'est votre ressenti, d'accord? Vous êtes physiquement en sécurité, mais il faut penser à sécuriser son mental aussi. Voilà. Il est totalement possible et acceptable de se marier en roleplay également. Il vous faudra un prêtre marieur pour la plupart du temps ou une autre classe. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de marier des gens avec ma chamane à l'époque où je jouais les marieuses. Pour ma part, j'ai plus souvent vu des mariages en guilde avec, le couple, leurs amis de la guilde et éventuellement un ou 2 invités en dehors, mais c'est tout, quoi. Il est à souligner par contre que la force devant laquelle vous vous unissez, même si c'est généralement à la lumière, vous n'y êtes pas obligés. J'ai connu un couple qui voulait se marier dans le raid chez les Ventires avec un marieur démoniste. C'est à vous de décider quel genre de couple vous êtes. Donc c'est aussi à vous de décider quel genre de mariage vous voulez, hein. Évidemment, il se peut que certains joueurs ne viennent pas parce que dans leur roleplay, c'est incompatible avec le personnage, mais ça, c'est à vous d'en parler avec ceux que vous souhaitez faire venir. Pour ma part, Psy étant relativement neutre, elle se fiche complètement de savoir avec devant qui vous vous mariez, tant que vous êtes heureux, hein, voilà. C'est ce qui est intéressant dans le roleplay neutre, je dirais. Je ferme quasiment aucune porte. Donc, si le couple en théorie, c'est très sympa, qu'est-ce que ça donne si on met, du coup les pratiques des joueurs en face à face avec, le lore? Alors, nous touchons une réalité souvent méconnue ou volontairement ignorée par les joueurs, à savoir que les mariages interraciaux sont pas aussi monnaie courante dans le lore que dans le roleplay. On a un ou 2 exemples comme Lortemar, pardon, et Lysandre, mais vous remarquerez, assez facilement que la majorité des couples, entre guillemets, «officiels» sont de la même race et ce sont pas les seuls points qui peuvent faire froncer les sourcils des pro-lore. Parmi les pratiques les plus courantes, j'ai pu relever que bon nombre de couples sont formés avec des opposés. Voilà, pour une raison qui m'échappe, par exemple, mais ça me fait toujours sourire, c'est que les joueurs paladins sont souvent en couple avec des démonistes ou des Illidari. Alors me demandez pas pourquoi, mais c'est un phénomène, que j'ai toujours, trouvé assez fascinant. Peut-être que c'est le dicton des opposés qui s'attirent. Bon, en vérité, je suis pas de ceux qui vont vous juger sur ce point, hein. À la limite, ça va me faire sourire, mais c'est tout. Je pars du principe que tant que c'est en lien avec vous et que vous partez pas trop loin dans vos délires, j'ai aucun problème avec ce que vous faites. D'ailleurs, ça me regarde pas vraiment la majorité du temps. À la limite, voilà, ça va me faire sourire, mais c'est tout. Il faut avoir quand même conscience d'une chose, si les forces de vos personnages, enfin que les forces que vos personnages servent sont trop opposées, ils sont pas censés pouvoir se mettre en couple normalement. Par exemple, si vous regardez Turalion et Aléria, vous voyez bien qu'il y a des effets sur leur couple. Ils ont passé, je sais pas combien d'années ensemble quand elle était normale et maintenant qu'elle a embrassé le vide, des frictions sont apparues. Alors bon, ceci dit, on pourrait m'opposer que du fait qu'ils ne sont plus enfermés ensemble dans un vaisseau, la promiscuité est de facto caduque. On passe le temps autrement quand on est libre d'aller voir ailleurs, je suppose. Mais ça, c'est mon côté troll. Midnight est venu, confirmer ce que je pensais par contre, sur ce sujet. Heu,
C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous dit dans le jeu, l'ombre n'est pas la seule enfin, ce qu'on nous disait jusqu'à Midnight en tout cas, l'ombre n'est pas la seule force à exercer une influence sur la psyché des personnages. La lumière galvanise et pousse les syndromes du sauveur au maximum de ses capacités, là où l'ombre va plutôt pousser au renfermement sur soi et à la recherche d'influence. Donc par extension, mon impression, c'est que le fait ressortir le comportement violent ou que l'utilisation des éléments rend généralement soit totalement chaotique, soit au contraire oblige à un contrôle total de ses propres pulsions. Je vais pas tous les faire, mais vous voyez l'idée. Si on regarde attentivement, on retrouve des caractères proches dans chacun des serviteurs d'une même force. Or, si vous jouez à 200 l'or, vous ne pouvez pas passer à côté de cet aspect. Et c'est encore plus vrai si vous faites des enfants. Donc si vous mettez un elfe du vide avec une sancte forge et que vous faites un enfant en roleplay, sachez que vous mettez de facto des prolores en PLS, hein. Voilà. Faites-le si ça vous amuse, mais c'est toujours bon d'en avoir conscience. En dehors de l'histoire de la force servie, sachez qu'un nain en couple ne se comporte pas comme un elfe. Rappelez-vous que les cales d'oreilles sont avant tout organisés dans une société plutôt matriarcale, contrairement aux humains que les orques mettent la force et l'honneur en avant, même dans un couple, et que les trolls mettent littéralement leur vie en jeu quand ils tombent amoureux. N'oubliez pas, en fait, que la race de votre personnage a forcément une influence. Elle est plus ou moins grande en fonction de votre personnage, on est d'accord, mais il y a quand même une influence sur sa façon de se comporter en amour. Vous pouvez évidemment prendre des libertés, mais je pars du principe que le plus important, c'est de faire les choses en sachant si on est enfin, dans le lore ou pas, parce que ça fait partie des choses à savoir en roleplay en tout cas. Du coup, voilà qui clôture la partie sur le couple et je vous retrouve dans un petit instant pour le roleplay famille. Donc, le roleplay famille. Sachez que 90% des joueurs en font. Tout comme dans la vraie vie, c'est souvent perçu comme la suite logique d'un couple. Si dans la majorité des cas, il prend la forme d'une grossesse puis d'une naissance, sachez qu'il existe bien d'autres façons très sous-exploitées à mon sens, d'incarner un joueur en famille, voilà. Et je vous propose d'en parler dans cette partie aussi. Alors, comme dans la vraie vie, vous avez différentes formes de famille et on va commencer par la famille traditionnelle. Alors, tout comme dans la vraie vie, il y a généralement un couple qui décide de faire un enfant. Parfois, c'est le rente qui décide, parfois ce sont les joueurs. Sachez qu'en roleplay, le sexe des parents, c'est pas joué comme un frein, en tout cas la majorité du temps, c'est pas un frein, en tout cas. Il y a tout un tas de façons de faire, par exemple, user de potions, de magie ou toute autre pirouette scénaristique pour expliquer comment ils ont pu faire, en sorte que l'un des membres du couple tombe enceinte. Parfois la grossesse est réellement jouée pendant 9 mois, mais 9 mois c'est généralement assez long. Donc ça arrive souvent qu'ils y fassent soit une ellipse, soit qu'ils inventent une excuse pour faire naître l'enfant un petit peu plus tôt. Les enfants sont parfois imaginaires, rendus vivants, par leurs parents qui les encadrent généralement par l'utilisation du dialogue de PNJ sur Total RP 3 et une autre façon de faire est de faire en sorte qu'une tierce personne incarne l'enfant, soit par un personnage du jeu avec, par exemple, une potion bouille caboche pour réduire la taille ou un gnome côté alliance, par exemple. Dans tous les cas, les enfants, vont occuper une place, lors des interactions avec d'autres joueurs. Alors il y a du pour, il y a du contre dans les 2 façons de faire. L'avantage du PNJ Total RP, c'est que, vous avez le contrôle, voilà. Donc vous avez littéralement, la possibilité, de faire, exactement ce que vous voulez avec cet enfant-là et mais par contre du coup, l'enfant risque de ne pas être très, très réaliste puisque c'est vous qui décidez de tout et à côté de ça, s'il est joué par un vrai joueur, il y a aussi le risque que le joueur en question stoppe, WoW pendant un certain temps parce que, on est sur Orlofi et que ça a un coût et du coup, voilà, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire si vous décidez de faire du roleplay famille. Je disais donc, que dans tous les cas, les enfants vont occuper une place, très importante lors d'interactions avec d'autres joueurs. Alors, à titre personnel, c'est le type de famille avec lequel je suis le plus mal à l'aise. On a tous nos sensibilités, celle-ci c'est la mienne. Ça me met mal à l'aise de ne pas voir le personnage quand il est incarné par Total RP.
et quand il est incarné par une tierce personne, ça me met mal à l'aise quand la personne joue un enfant très jeune ou immature. Généralement, je reprends un peu d'intérêt quand l'enfant atteint un certain stade de maturité. L Pour moi, la pire expérience, ça a été la fois où on m'a proposé d'aider un personnage à accoucher. Alors techniquement, mon personnage principal en a les capacités, mais moi je peux pas en fait. C'est moi qui bloque derrière l'écran et si vous avez des enfants en roleplay, je vous mettrai pas de côté, je vais pas vous faire de réflexion et je vous parlerai normalement, de sorte que vous ne vous sentiez pas mis de côté, mais techniquement, sachez qu'IRL, je suis en mode: «Allez psy, tu peux le faire». Et ça finit par un: «Je m'intéresse à la vie des parents, mais je n'interagis pas avec l'enfant». Voilà. À côté de ça, il suffit de discuter avec des joueurs pour se rendre compte que c'est souvent un roleplay qui mène à plus de problèmes que ça ne devrait. Entre ceux qui apportent du drama par la mort prématurée d'un ou plusieurs enfants, ceux qui se séparent pendant la grossesse, puis qui se finit du coup en fausse couche, ou encore la situation où le personnage masculin découvre par un hasard qu'il n'y a pas eu abandon du roleplay grossesse et qu'il est devenu père sans le savoir. J'ai noté une certaine surenchère aussi chez certains joueurs avec les grossesses multiples. Je sais pas ce que vous avez avec ça, pardon. Heureusement, personne n'a jamais insisté pour me pousser à faire plus d'efforts que je peux en faire. Donc roleplay is roleplay, mais pas à mon détriment quand même, hein. Je n'ai jamais considéré que mon avis fait loi et généralement on m'embête pas avec ça en roleplay. Du coup, je pense que certains vont découvrir cette sensibilité ici. Alors, l'autre point que je voudrais aborder, c'est que j'espère ne pas avoir à le rappeler, mais pour les chevaliers de la mort, la reproduction n'est pas censée être possible. Bon, il peut y avoir toujours moyen de moyenner, comme on dit, mais notamment avec un magnifique ta gueule, c'est magique, recours à l'alchimie, un artefact plus magique que le dev, ou encore un vol de bébé. Oui, ça arrive. Un joueur m'a aussi parlé de l'utilisation détournée des goules. Pardon, je rigole. Encore une fois, je juge personne, mais c'est toujours bien de le savoir. Je voulais ajouter, il est bon de souligner qu'à part les dragons, a priori, tout le monde peut se reproduire avec tout le monde, mais les avis divergent sur plusieurs combos. Par exemple, pour beaucoup, les elfes du vide et les sanctes-forges ne sont pas censés pouvoir avoir de relations et encore moins d'enfants, puisqu'ils servent des forces contraires. Voilà. Heu, il y a aussi le fait que comme Annie c'est un elfe démoniaque, normalement c'est compliqué d'avoir un enfant parce que le fel ça détruit tout. Et les semi-démons, c'est encore plus compliqué en roleplay. Faut savoir que normalement c'est pas censé exister. Heu, Si vous en incarnez, je vais pas vous regarder de travers, hein, mais voilà, c'est bon à savoir, quoi. Et il y a une race en particulier qui fait un vrai débat, c'est les Draktyr. Selon qu'on les considère comme des ovipares, des expériences stériles ou des machines qui ont besoin de compenser leur long sommeil, si vous voyez ce que je veux dire, le débat est encore ouvert et il y a du sang, des larmes et parfois de la mauvaise foi. Si vous débattez en commentaire, faites-le, hein, mais essayez de pas vous étriper, s'il vous plaît. Le point important que je voudrais aborder, c'est que la famille traditionnelle, c'est pas toujours, une famille qui est liée par le sang. On retrouve un nombre incalculable d'enfants adoptés, notamment par des elfes, parce que cette race, pardon, se prête bien à l'adoption à cause de leur culture et de leur longévité. Et le point positif de l'adoption, c'est que l'enfant est généralement un vrai joueur, ce qui me permet d'interagir s'il ne joue pas trop mal ou qu'il ne joue pas un enfant trop bas âge. Je sais, ça fait beaucoup de «si», mais bon, vous avez le droit de dire que je suis chiante, promis. Mais sachez qu'un adulte aussi peut être adopté, ça se voit moins souvent, mais ça se voit quand même. Voilà, je pense que c'est intéressant de le savoir. Et ce qui me permet, d'introduire la deuxième partie de cette, 2 partie, à savoir, la famille au sens large. Donc la famille au sens large, vous en trouverez beaucoup moins, mais vous en trouverez quand même. Ce sont des joueurs qui jouent des oncles et des tantes, par exemple. Je fais partie de cette catégorie de joueurs, même si je me suis un peu calmée. À un moment donné, j'étais devenue la tante d'une bonne dizaine de personnes, alors c'était très drôle à jouer, voilà. On trouve également des joueurs qui construisent des familles qui se rencontrent au cours de leur vie. Par exemple, des enfants des rues qui deviennent une famille à force de lutter ensemble, voilà. Ça peut arriver. Personnellement, c'est le type de roleplay que je préfère. Plutôt que de créer quelque chose d'indélébile, on crée quelque chose à partir de ce qui existe déjà dans un monde ravagé par la guerre, à savoir des laissés pour compte et des personnes qui s'en sont sorties.
Surtout que ça ouvre un tas de possibilités. Par exemple, cette famille faite de briques et de broc, est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'ils sont gentils ou au contraire, est-ce qu'ils se sont tournés vers le crime? Leurs liens, ils sont forts, toxiques? Est-ce qu'il y a des traîtres? Vous pouvez littéralement tout faire avec ce type de roleplay, sans vous enfermer dans une idée qui a d'expérience très peu de chances de durer dans le temps. Je vais me permettre de partir de mon propre exemple, même s'il n'est pas parfait par bien des aspects. Ma main, pardon, c'est une cale d'oreille prêtresse de l'esprit qui a recueilli au fil des ans des enfants ou des adultes dans des situations psychologiques et ou sociales difficiles, pardon. Elle les aide à se reconstruire, leur donne un toit, un foyer et dans lequel ils sont respectés, aimés et remis sur pied. Certains sont partis, mais d'autres, mes rérolles, ont fait le choix de rester avec elle. Le groupe est neutre, ce qui signifie que Psy interagit autant avec l'Alliance que la Horde. Et franchement, les périodes où je suis plus active, je m'éclate quand je rencontre des joueurs qui ont envie d'exploiter avec moi ce que Psy peut apporter. Par exemple, j'ai déjà fait des soirées soins avec notamment 3 Illidari, une humaine, un Worgen, une Draktyr et un Orc. Le but était de leur apprendre à prendre soin d'eux. Je referai pas ça tous les jours, mais je trouve intéressant de vous proposer d'autres exemples de familles qui sortent un peu du schéma classique. Bon, je sais, beaucoup préfèrent la bagarre, d'accord. Voilà qui clôture, cette partie sur le roleplay famille et je vous retrouve dans un instant avec l'interview. Donc, nous nous retrouvons donc pour l'interview. Comme je l'ai dit plus tôt, le roleplay famille le plus répandu est celui de la famille classique, telle que nous la connaissons dans la vraie vie. Mes invités du jour forment un tout, il y a un couple stable et une famille de 3 joueurs distincts. Donc, pour commencer, je vais vous demander de me parler de vous et de votre guilde. Eh bien, bonjour à tous, je suis Laïlis, la comtesse de Sambre-Comté, comme ma voix l'indique. Ah, ça fait mal, je sais, le reveal face. Pour parler de famille, alors on joue la demeure Oberheim, qui est en gros la famille noble de Sombre-Comté, Mmh. avec donc Laïlis qui est mariée avec le marquis Jack Finet. Et là, on va avoir un petit aperçu de ce qu'est la famille classique, n'est-ce pas, Jack Finet? Moi, c'est le marquis Jack Finet. Donc, je joue le marquis depuis longtemps déjà. Je sais même plus. Et avec la comtesse, avec tous les enfants de la comtesse, c'est plutôt marrant. Voilà. Je veux bien te croire. Donc, merci à vous. Dans cette vidéo, je m'intéresse au roleplay couple et au roleplay famille. J'ai choisi de réunir les 2 sujets parce qu'au final, c'est très imbriqué, sans mauvais jeu de mots. Je vais donc, commencer par les bases. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les 3? En roleplay? Alors oui, ça s'est passé en roleplay. Alors, on a Sarah qui est jouée par Taliraz, qu'on connaît, et qu'on se connaît depuis quoi? 2019 à peu près, Tali, c'est ça? Ouais, je crois 2019 à peu près. Ah oui, ça fait un petit Donc, moment. ça commence à faire, ouais, ça commence à faire, 7 ans cette année qu'on se connaît avec Tali. Voilà, alors Jack, c'est un petit peu plus tard, on s'est connus en 2020, alors c'est assez rigolo parce que notre couple, en jeu comme en IRL finalement, s'est joué un petit peu d'une manière assez étrange. Mmh. Donc il y a eu, les événements de Battle for Azeroth, il s'est passé plein de choses en roleplay pour la comtesse, dont, les fronts de guerre. Laïlis participait à un front de guerre, en même temps elle était fiancée, elle s'est fait répudier. Bon voilà, c'était une histoire, digne, d'une série qu'on retrouve après le journal de de 13h si vous voyez un peu de quoi je parle. Oui. Et je sais tout pas si c'est encore diffusé, hein, mais bon voilà un petit peu l'idée et finalement donc elle se retrouve toute seule, abandonnée, ouin ouin. Un sacré RP romantique on va dire et débarque le marquis Jack Finet, à Sambre-Comté qui vient essayer de vendre du rhum. Donc OK, la comtesse, bon bah pourquoi pas, allez, viens on va regarder, on va faire du commerce. Il lui fait goûter un rhum qui est, le Vieux Finet, donc c'est un rhum assez particulier qui est plutôt fort, et je joue au rand, pour savoir comment est-ce que la comtesse va encaisser ce rhum un peu particulier et puis, bah, comme, le veut mes rangs légendaires quand je suis joueur et pas MJ, je fais un 3. Donc Purée. autant dire un critique, exactement. Et bon, bah, ce fumble a fait que la Yélis, a commencé à draguer Jack Finet et puis, bah, il s'est trouvé
que leur romance a commencé comme ça et puis, comme la plupart des personnes qui jouent du RP Romance, eh bien, ça a continué à l'IRL. Voilà, donc aujourd'hui, si on est en couple, IRL comme en jeu, c'est grâce à un rand C'est trop dans mignon. World of Warcraft. Voilà, ça commence, c'est bon, les histoires, les notions commencent à les sortir. Personnellement, je trouve ça extrêmement mignon, pardon. Et si Psy, entendait parler de ça en roleplay, sachez qu'elle vous répondrait que le rhum est probablement la potion la plus magique, qui existe sur Azeroth. Voilà. Alors on a une carte de Rome d'ailleurs, je dis ça pour ceux qui non, on fait des Alors, je placements le de sais produits parce que tant qu'à Psy faire. vous en achète à chaque fois. C'est vrai en plus. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'anecdote, hein, d'ailleurs sur la carte par rapport au vieux Finet en me disant, «C'est grâce à ce rhum que le marquis a pécho la comtesse». Marcel tel quel dans le texte, voilà. Et c'est parce que c'est une histoire vraie en fait. La plupart des anecdotes qu'on met dans la carte sont des histoires vraies qui ont été jouées en roleplay. C'est mignon. Est-ce qu'on peut partir du principe que, Jack a fait un double rand, critique, du coup? Ah bah là oui. Ah. Donc, quel genre de personne est votre personnage? Ah bah je vais laisser la parole à Jack. Ben, en fait, il me ressemble beaucoup parce que c'est quelqu'un qui parle, pas beaucoup, Mmh. qui est très sur la réserve et qui parle vraiment quand il a quelque chose à dire, vraiment. Je vois. Sinon ou alors, des fois, il est obligé de se taire parce que la comtesse trouve qu'il parle trop à ce moment parce que des fois, il a des moments où il a envie de dire des bêtises et il finit avec un petit coup de pied dans la guibole. Donc ça veut ça veut dire: Le pauvre. Tais-toi, ça suffit». Voilà. C'est un marquis battu, vous voyez? Une petite comtesse d'1 m Oui, il est 58 qui battu, Là, il frappe y un qui a oui, je confirme, hein, quand même. c'est ça. en disant: «Ah voyons, c'est pas sérieux». Oui. Du coup, je te propose de prendre la suite, la Yalis. Oui, bien sûr. Donc, la Yali, c'est plutôt un rayon de soleil pour le bois de la pénombre, en fait, un petit peu. C'est comme ça que j'ai toujours voulu la jouer, comme ça que je vois le personnage. Mmh. Donc très protocolaire certes, mais très ouverte en fait. C'est pas un personnage en fait, c'est pas une personne de la noblesse, on va dire cliché qu'on peut retrouver. Je me Mmh. suis vraiment inspiré de plusieurs, personnages historiques. Alors déjà, c'est une noblesse d'épée, donc on n'est pas du tout dans la même logique de la noblesse de salon, qu'on D'accord. appelle la noblesse de robe et il y a énormément de figures féministes qui m'ont inspiré, dont Émilie du Châtelet, et Ada Lovelace qui sont, 2 figures féminines majeures pour moi, en tout cas côté culturel et côté science, qui m'ont inspiré beaucoup dans la façon d'être et j'ai construit en fait, on va dire, le caractère de la Galice autour de ces 2 personnages. D'accord. Donc elle est de la noblesse certes, mais elle n'est pas, c'est pas un personnage hautain en fait, dans le sens où, il y a une différenciation sociale et elle veut la démontrer. Par contre, elle a une éducation et c'est assez compliqué à jouer parce que c'est pas du tout mon éducation à moi IRL, Je vois. mais elle a une éducation qui est, très stricte, très posée sur la noblesse. Donc du coup, elle va avoir des protocoles, elle va appeler les gens, monsieur quelque chose avec le nom de famille, elle va appeler, toutes les dames, c'est mademoiselle. D'accord. Sauf qu'on te dit: «Ah non, non, moi c'est madame, ah bah, certes, madame machin». Bah, par contre attaché à l'étiquette sur la partie titre de noblesse, une personne Mmh. s'appelle dame, non, dame c'est un titre de noblesse. Donc voilà, c'est un personnage assez complexe, assez ambigu, qui est ce qu'elle est, mais surtout elle est absolument schizophrène et ça D'accord. je le dis clairement. Pourquoi? Et ça je crois que Tali il l'a vécu, hein, la schizophrénie de la Yélis, c'est Oh qu'en bah fait c'est oui. un personnage qui est avant tout la comtesse. C'est-à-dire qu'elle D'accord. incarne le rôle avant d'être la Yélis, la femme, en fait D'accord. et donc elle va toujours écraser, ce qu'elle est, réellement, donc la femme, pour laisser place en fait au rôle de ce que doit être la comtesse de son beau comté quand elle représente son comté. D'accord. Voilà, c'est un petit peu le personnage qui fait que des fois, c'est très, très ambigu dans ses décisions. Elle va prendre des décisions qu'on va paraître extrêmement cruelles, alors que c'est pas du tout la Yélis ou la Yélis que les gens connaissent et c'est très drôle parce que ça donne vraiment des scènes RP assez intéressantes, quoi. Ben, quand on y Je peux réfléchit, je peux donner, quelques exemples si Ah besoin. oui, je t'en prie. Ah Je t'en prie. notamment mon personnage qui vient parler, à Laïlis et qui Laïlis qui arrive, il fait: «Alors attends, est-ce que tu veux parler à Laïlis ou tu veux parler à la comtesse?» Et Ah mon oui. personnage fait: «Bah, c'est la même personne». Il fait: «Non, non, c'est pas la même personne». c'est vrai qu'elle pose tout le temps la question, lors d'un entrevue là, quand on est au salon de la Yélis, où elle va aller poser la question en disant,
peu la comtesse de Sombre Comté pour vous et ça, c'est un message qui veut dire clairement, là, je suis en position de comtesse, donc si tu demandes quelque chose, ça va être forcément des décisions politiques derrière. Par contre, si tu veux parler à la Yélis, il faut que tu le dises parce que D'accord. ce sera forcément pas du tout la même personne. Voilà et c'est très, très dur à jouer mais j'aime les défis, quoi. Mmh. Mais en même temps, c'est très correct dans le sens où on n'est pas enfin, je pense que le président de la République, il a pas la même personnalité, quand il est devant une caméra et quand il est chez lui, quoi. Donc, je pense que, c'est plutôt, réaliste à mon sens. Bah, je c'est ce que j'ai pensé aussi. Après, moi, en tout cas, ça me plaît de la jouer comme ça. Mmh. C'est un personnage, comme je disais, qui est très complexe dans sa psychologie et c'est ce qui fait que je trouve intéressant, que je m'en lasse que très peu parce que, c'est toujours plein de surprises. C'est un personnage qui va prendre à contre-pied, Mmh. énormément de choses. Typiquement, on va la voir pour un truc et finalement, on s'attendait à avoir, je sais pas moi, le cliché du noble, qui va, vous renvoyer, bah, non, pas du tout, hein, bah, vous voulez, OK, posez-vous, vous voulez quelque chose? Voilà, il y a ce côté-là, mais il y a aussi ce côté un peu snob, certes, qui est, bah, oui, qui est celui de l'éducation de la noblesse qui veut que, il y a une étiquette et je la respecte et il faut absolument que l'étiquette passe avant les sentiments personnels. Je Voilà. comprends. Est-ce que tu veux prendre la suite, Taliraz? Yes, bah, du coup, moi de mon côté, je joue Sarah, Mmh. donc Sarah Oberheim, qui est la fille de Jack et Laïlis, donc qui est, vicomtesse de la Lisière d'Ambrepain. D'accord. Donc c'est un enfant, si je dis pas de bêtises, il a 7 ans, Mmh. voire un peu plus maintenant, au vu de l'année qui est passée. Donc je la joue, enfin c'est un personnage qui a été préécrit à l'avance, donc avec, D'accord, une sorte de caractère. Donc c'est la première fois que je joue un personnage qui a un caractère préécrit et sur lequel je peux ensuite improviser. Mais d'accord. c'est assez intéressant, parce OK, qu'en gros elle est très, très cultivée, c'est la fille d'une noble, elle est en études pour devenir mage. d'accord. Donc elle est extrêmement cultivée, mais à la fois, bah, elle a que 7 ans, donc elle est extrêmement naïve Mmh. et elle est aussi un peu espiègle. C'est-à-dire qu'elle sait comment manipuler ou du moins elle pense savoir comment manipuler sa mère. Je vois. Eh ben, je vous remercie. Alors du coup, on a déjà répondu, vous vous connaissez alors non, pas vraiment. Je sais que Layélis et Finet, du coup, se connaissent dans la vraie vie, mais est-ce que toi, tu les connais dans la vraie vie? Oui, Alors oui, parce qu'on on a la on chance a on de a fini par se rencontrer. D'accord, c'est ça, donc on s'est rencontrés et puis on travaille sur des projets annexes, autour de la communauté, homo francophone et du machinima en particulier. d'accord, OK. Voilà. Bah, c'est chouette quand ça traverse l'écran, l'amitié comme ça. Mmh. Depuis combien de temps le couple Burheim existe-t-il? Et depuis combien de temps es-tu leur enfant, Taliraz? Je vous laisse commencer, je sais pas depuis combien de temps il existe votre couple? Oh là! 2021 alors attends, les fiançailles ont eu lieu, je crois que c'était en 2021 les fiançailles Mmh. et le mariage serveur, on l'a fait quand, Jack? Je crois que c'était un an plus tard. Je sais Je qu'il y avait crois que c'était un an tout le plus monde est tard, ouais. venu. Donc 2022, donc ça fait 4 ans déjà D'accord, que les 2 personnages sont réellement mariés, j'entends bien, parce qu'ils ont été fiancés, on a respecté les 1 an de fiançailles. Ouais, on a essayé de faire ça correctement, on va dire et ouais, on est à peu près sur 4 ans d'existence de ce couple. ah franchement, c'est bien déjà. Du coup, de mon côté, ça va faire un an que je joue le personnage, de D'accord. manière assez épisodique parce qu'il faut arriver à se connecter en même temps. Mmh. Mais voilà, c'est un personnage que je joue de temps en temps, de manière assez épisodique j'ai commencé, ouais, l'année dernière, il me semble. D'accord, OK. Moi, c'est Et déjà bien. on a commencé à jouer ensemble bien avant, c'est juste que là, Mmh. l'occasion s'est présentée de jouer un nouveau personnage. Bah, OK. je dirais que le personnage est jouable et intéressant à jouer, dans le sens où, c'est plus une enfant, Mmh. ça commence à être une pré-ado. Donc on commence en fait à intégrer un jeu familial qui est assez intéressant avec, la petite qui va se découvrir ou qui essaye de démontrer des choses. Donc il y a un RP qui est assez intéressant côté familial à explorer là-dessus, ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'avec l'évolution, psychomoteur d'un enfant, il y a moyen, de faire quelque chose d'intéressant. Alors Bah, et encore plus avec le caractère de ses frères et sœurs, quoi. Oui, j'ai eu un petit aperçu effectivement. Alors, en effet, bah, tu as croisé Alan et Eleanor, je crois, en jeu?
Je crois pas, non, mais tu m'en as un peu parlé quand tu m'as fait visiter la maison. La question suivante, c'est établir des limites. C'est à mon sens une des étapes vraiment incontournables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou est-ce que vous, pas tellement? Totalement. Totalement. Faut un cadre de jeu. Mhm, Déjà pour éviter de partir dans tous les sens. mhm, Respecter un lore qui est celui de la famille. Alors ce qui est intéressant dans un lore familial, c'est qu'on peut commencer à intégrer des RP en beaucoup plus en profondeur mhm. sur, le passé, sur, l'arbre généalogique et cetera. Mais surtout, c'est un sujet extrêmement casse-gueule parce que faire un RP enfant sur KT, on est très, très vite accusé d'éléments sordides et cetera. Et Oui. ça là-dessus, on a mis des cadres qui sont extrêmement clairs. Déjà, c'est notifié. On le joue que en famille, c'est-à-dire que, ne va sortir, Sarah que quand, Jack ou la Yélis sont là. Mhm. Voilà, je veux dire, l'enfant, on va dire, est toujours accompagné de ses parents, ce qui me paraît logique, hein, quelque Oui, part, surtout à 7 ans. heu, surtout à cet âge-là. Voilà, tout simplement, donc il y a pas d'ambiguïté, là-dessus. Mhm. Ça évite les racontards, ça évite plein de choses. Bon après, on pourra pas éviter les gens d'être toxiques, mais surtout Non, sur KT. non. Voilà, au moins les choses sont assez claires là-dessus. On est dans un RP familial, donc on joue un RP famille, quoi. D'accord. On va pas retrouver, les enfants, se balader, sur, la place de la cathédrale en mode, je fais des bêtises, comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, il y a Mm. pas de logique, ce sont des enfants nobles, donc ils sont forcément accompagnés, quoi. Oui, ok. Oui, ça me paraît une bonne réflexion. Alors, la question à 100 PO, comment la naissance, la première naissance, du coup, a été décidée? Ouh là, ouh là, quel vaste sujet. Non, mais ce Oh, qui les est bien, c'est que physiques comme 2. on a tout joué en roleplay, et que ça a souvent suivi des events. Mhm, En fait, la naissance d'Éléonore et d'Alan, qui sont des faux jumeaux, donc sont mhm, nés, le même jour, même heure, mais pas la même minute, on va dire, en sachant qu'Éléonore, elle est née, coup de mhm, quelques minutes. Ça s'est joué, dans un event, en fait. Donc globalement, la Yélis a été enceinte. Il y a un lore par rapport qui est lié, aux Oberheim, qui faisait que, dans la famille Oberheim, en fait, la première née femme, mhm. tue sa mère en couche. Voilà, c'est comme ça, il y avait des D'accord. raisons roleplay qui fait que la Yélis elle-même, bah, étant née, elle a tué sa mère, enfin elle a tué sa mère, sa mère est morte en couche, Mhm. et dans le lore, son père a toujours reproché à la Yélis, d'avoir tué, l'amour de sa vie. Voilà, ça a été assez compliqué, donc on a eu, tout un event autour de ça, de comprendre quelle était la filiation, et l'ambiance familiale, on va dire un petit peu pesante dans ce qu'est le manoir Oberheim. C'est très gothique, hein, de toute Oui. façon, dans l'esprit, et la Yélis étant enceinte de 2 faux jumeaux, donc elle savait, grâce à Kaliros, que je salue, hein, au passage, parce qu'elle avait fait des analyses. Bon voilà, on a joué ça un petit peu, médecine moderne, médecine ancienne, hein, c'est un mélange des genres. En tout cas, elle savait qu'elle était enceinte d'une fille, donc elle savait qu'elle devait mourir. Ça a été un jeu qui était assez complet, et j'étais prêt à tuer la Yélis, hein, à ce moment-là, parce que D'accord. c'était son lore, en fait. Donc en fait, il y a eu un event pour essayer de briser, les raisons de cette malédiction, donc qui était liée à une histoire assez particulière. Je ne vais pas passer, X temps à le raconter, sinon on en a pour tout le podcast, je crois. Oui. Mais globalement, les veilleurs, les amis de la demeure et les membres de la demeure Oberheim ont réussi à lever la malédiction. J'avais mis un timer, D'accord. et 5 minutes avant avant Oh la vache! l'accouchement, ils ont réussi. Ouais, ouais, ça s'est joué vraiment hyper, hyper, hyper serré. Donc elle était en plein travail, hein. J'ai commencé à jouer le fait qu'elle était en plein travail, et D'accord. de l'autre côté, ils ont réussi en fait à lever la malédiction, un petit peu au dernier moment, ce qui a fait qu'elle a pu en fait, donner la vie, sans, donner la sienne. Voilà, c'est comme D'accord. ça que ça s'est passé. Donc D'accord. ça a été les premiers enfants. Ensuite, on a Garance, parce qu'elle a 6 enfants, la Yélis, hein. Oui, tu me l'avais dit On a effectivement. oui, donc Garance, c'est un peu particulier. Garance, c'est l'enfant du premier amour à proprement dit de la Yélis. Mhm, Donc on s'est posé la question, bah, tiens, une noble qui a enfin donné la vie, qui a fait des héritiers, qui machin. OK, tout va bien, et donc la comtesse a laissé un peu plus de place à la Yélis, qui, étant amoureuse, a eu, bah, une aventure, tout simplement avec, un de ses gardes-chasse, qui était son grand amour, son premier grand amour, en fait, mais elle n'a jamais pu véritablement vivre cet amour avec lui parce que, bah, comme elle savait qu'elle devait mourir
si elle donnait la vie à une femme, eh bien, de ce fait, elle n'allait pas prendre le risque de briser la lignée, quoi. Vous voyez? D'accord. Toujours la comtesse avant la femme. Mmh. Et donc je me suis un petit peu basé sur Émilie du Châtelet. Donc Émilie du Châtelet, comme je vous ai expliqué, c'était la maîtresse de Voltaire, D'accord. et elle a eu, des aventures, en fait, avec lui, elle a eu des enfants et cetera. Je me suis dit: «Mais en fait, ce qu'a fait Émilie du Châtelet à l'époque, donc 18e siècle, c'est assez intéressant de la façon dont elle a vécu parce qu'elle s'en moquait totalement». Mmh. En fait, elle a vécu ça, avec son mari, tout allait bien, chacun sa petite vie. En fait, on voit bien l'aspect noblesse, donc on est là pour une étiquette, mais on va assumer complètement, cette infidélité, parce que c'est l'amour avant tout et la solidité du couple qui se dessine derrière. Et là, en fait, le troisième enfant a, au lieu de briser le couple Finn-Oberheim, les a soudés, D'accord. proprement dit, autour de cet enfant, donc qui est Garance, qui est une demi-elfe, voilà. Après, concernant Saras et donc la quatrième, plus les 2 faux jumeaux de l'amiral Walter, que je salue également au passage. Donc les 3 derniers enfants, ils ont été joués, en fait, ils ont pas vraiment été joués. On a considéré que le skip time, de BFA, Mmh. entre Shadowland et Dragonfly, je vais y arriver. En fait, il y a eu un skip time à ce moment-là, 3 heures à peu près, qui avait été décidé en communauté et on l'a joué à ce moment-là, on va dire. Donc en fait, D'accord. le skip time a eu lieu et là, on a annoncé, moi j'ai fait un sur le Discord, j'ai fait les annonces, des actes de naissance officiels des enfants. D'accord. Donc c'est comme ça que, là, Yael se retrouve avec 6 enfants. Voilà. OK. Et du coup, la question que je vais te poser, je vais la modifier un petit peu. Est-ce que tu as joué toutes les grossesses en dehors de ces 2 là ou tu as fait des ellipses, pour la majorité? Non, 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 toutes les grossesses ont été jouées et en temps normal, c'est-à-dire véritablement 9 mois. D'accord, Pour les jumeaux, ça a été un peu plus court, parce que je me suis renseigné, c'était l'occasion. Je les joue en 8 mois, parce que, d'accord. bah, une femme enceinte de jumeaux, c'est des fois, ça va un petit peu plus vite. Oui, ça Donc en j'en ai fait, entendu parler. on Mmh. avait défini un petit peu les choses. J'essaye absolument d'être réaliste sur pas mal de trucs. Mmh. Actuellement, j'ai un autre perso, hein, que tu connais qui est enceinte également et Oui, j'essaie de jouer un petit peu toutes les phases, d'accord. de la grossesse. Donc c'est assez fun à jouer quand c'est suivi derrière. OK. Donc oui, en effet, ça a été entièrement joué, du début à la fin. C'est comme ça que, Garance a eu, on va dire, quand Laïs était enceinte de Garance, donc la troisième, la demi-elfe, Mmh. eh bien, on va dire que sa grossesse ne s'est pas très, très bien passée psychologiquement parce que le père a tout simplement refusé d'assumer sa paternité. Voilà, D'accord. donc il a fallu OK. le jouer. Il a fallu le jouer, rester un petit peu à l'écart. Bon, c'était super fun, quoi. D'accord. OK. Alors, du cette question, c'est pour Taliraz. Tu as toujours joué ce personnage en tant que leur enfant ou tu es passé par une, phase gnome? Je parle de la race, enfin l'apparence de ton personnage. Alors l'apparence de mon personnage, ça tombe bien, je viens à l'instant de reprendre, taille Oui, normale. j'ai vu ça. Heu, non, j'ai toujours joué le personnage sous cette forme-là, sauf D'accord, que, bah, si quelqu'un peut m'aider, j'utilise ce jouet donc le tape-cul de Sombre-Lune, qui me permet du coup de rétrécir et d'accord, du coup, d'avoir, une forme un peu plus, enfantine. OK. Enfin, je trouve ça plus «réaliste» entre guillemets Mmh. qu'une forme, de gnome où il y a plus de chances d'être confondu avec un gnome justement. C'est vrai. Alors, en tant que personne qui joue un enfant, quelle est à ton sens la partie la plus compliquée? Heu, la partie la plus compliquée, alors il y a 2 parties compliquées, je dirais. Une partie HRP qui est, ça peut être mal vu de jouer un enfant. Mmh. J'avais joué un autre enfant à l'époque et je ça m'avait posé des problèmes, et les gens aiment bien répandre des rumeurs, sur KTRP Mmh. et ça m'avait longtemps dégoûté, du RP enfant et j'avais fait vieillir le perso très vite pour, justement, ne plus Passer jouer cette ce partie. personnage, OK, voilà. je comprends. Heu, je dirais que le plus dur à jouer, c'est la naïveté, hem, mais la naïveté, modérée. C'est-à-dire qu'un D'accord. enfant, il va être assez naïf, il va pas tout comprendre ce qui arrive autour. Mmh. Par contre, il est pas con et en général, il va comprendre qu'il y a un truc qui va pas ou qu'il y a, quelque chose qui, n'est pas normal. Mmh. Il va pas forcément savoir bien l'interpréter, mais par contre, il va le voilà, il va le ressentir. D'accord. Et du coup, c'est
pense que c'est ça le plus compliqué à jouer, c'est, d'arriver à faire un personnage qui est naïf, mais Mmh. sans que ça soit cliché. Ouais, rester réaliste. Mmh et faire C'est ça, évoluer, j'imagine, cette naïveté, j'imagine que ça doit être quand même, ça doit te demander un effort mental quand même, tout à fait. Parce que Mmh. des fois, il y a des discussions, auxquelles mon personnage a assisté, où clairement j'avais envie d'intervenir, mais j'étais en mode: «Mon perso n'est pas censé intervenir, il est pas censé être particulièrement Comprendre. intéressé par Mmh. cette partie-là, quoi». D'accord, c'est intéressant. Donc là, cette question, c'est pour le couple. Comment vous gérez les étapes importantes du couple? Je veux dire par là, beaucoup de couples s'en remettent au rande. Est-ce que c'est votre cas ou vous décidez ouh, j'arrive plus à parler. Est-ce que vous décidez tout au rande ou en fonction des événements? Enfin, comment vous vous y prenez? C'est Jack répond. Heu, c'est du RP XRP quoi, c'est en rampe, D'accord, donc la plupart du beaucoup le temps. rande. D'accord, Ouais. OK et jamais, Ouais, ça enfin, va. vous discutez aussi en HRP ou vraiment c'est que du rande et vous laissez, le roleplay, décider du reste? La comtesse aime bien que ce soit le jeu qui décide et je trouve que c'est intéressant parce que finalement on serait peut-être pas ensemble si le jeu avait pas décidé, non? C'est vrai, C'est bien? je vois et du coup, cette question, c'est plus pour Taliraz. En tant Mmh. qu'enfant, comment tu gères, tes interactions avec les parents, entre les parents et ton personnage? Toujours, enfin, toujours dans l'idée, est-ce que c'est avec du rand? Est-ce que tu ou vraiment c'est Non, que, je gère tout, en RP d'accord. pur. Je fais assez rarement du round, sauf quand c'est une action qui demande de l'aléatoire. À part Mmh. ça, mon personnage va volontairement ou non faire des bêtises, D'accord. heu et va aussi, être très proche de ses parents, mais tout en ayant un petit peu cette âme rebelle. Mmh. Mais en tout cas, tout ce que je joue en général, je le joue en RP pur et vraiment assez rarement en rand pour les choses qui sont vraiment aléatoires et que mon personnage n'est pas censé, maîtriser, quoi. D'accord. Et donc la question suivante, on a là, Yalis y a déjà un petit peu répondu, mais ça m'intéresse d'avoir, la réponse du coup de Jacques et de Sarah. Donc votre famille, elle est noble. Quel est l'impact sur votre roleplay famille? Je laisse déjà commencer. Je sais pas quoi répondre, c'est ça le problème. Moi, je dirais que l'impact sur le RP, j'ai déjà joué un premier perso qui s'est retrouvé noble un peu, sans le vouloir, disons. D'accord. Heu, C'était assez particulier. Là, j'avoue que je pars d'un perso où, de base, il est noble et donc je pars du principe qu'elle a une éducation noble. Mmh. Je trouve qu'il y a cette dualité, dont Laëlys parlait justement, Mmh. où mon personnage va avoir cette petite étiquette en disant enfin, en respectant les protocoles et cetera. Mmh. Mais à côté de ça, dès qu'il y a plus personne pour les voir, elle va aller taper son meilleur câlin à sa mère, quoi, par Je exemple. vois. OK. Mais il y a quand même ce respect de l'étiquette qui fait qu'en public, on évite de faire des démonstrations D'affection ou autre. Mmh. d'émotion. Ouais, c'est ça. Je vois. Mmh. En fait, faut comprendre les raisons de l'étiquette, hein, derrière, Mmh. tout le temps, on se pose la question: «Bah, tiens, pourquoi est-ce qu'ils font ça?» Donc c'est vrai quand on a fait du RP noble et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'être parce que je pense que pas grand monde est issu de la noblesse, réellement IRL. De nos On jours, est forcément un effectivement. petit peu on est un petit peu en train de rechercher, bon, bah, tiens, comment finalement on joue un noble sans tomber dans Mmh. les clichés absolus de ce qu'a pu construire, notre société, hein, vis-à-vis Mmh. de la noblesse, avec quand même un esprit assez républicain derrière, Mmh. qui veut que la noblesse soit, décadente et compagnie. Alors que quand on commence à étudier l'histoire, bah, pas du tout en fait. On se rend compte qu'il y a des raisons à ces étiquettes, qu'il y avait des raisons d'être, de pourquoi, de comment et c'est là que ça devient absolument passionnant à jouer. D'accord. C'est parce que en fait, on commence à se rendre compte que c'est une autre façon de vivre et Mmh. cette autre façon de vivre, à le jouer, en fait, ça nous dépayse, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, ça me dépayse totalement, de ce qu'est mon IRL. Donc c'est assez intéressant déjà de le jouer pour soi et ensuite de le transmettre parce que, bah, le RP famille, c'est aussi la transmission entre les parents et l'enfant. Donc il y a souvent des éléments de protocole que va expliquer la Yélis à ses enfants en disant: «Attends, il faut pas que tu fasses comme ça, la révérence c'est comme ça, voilà pourquoi on l'a fait». Enfin voilà, il y a ce petit côté RP, RP tutoré, qui est assez fun je trouve à jouer, ouais.
Puis J'imagine, ouais. évidemment avec l'enfant qui est en mode, «Oh mais j'ai de la flemme, j'ai pas envie de le faire, J'ai pas Ah envie, bah, c'est j'ai classique, hein. faim. laisse-moi tranquille». Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jacques? Bien, en exemple, je pourrais dire aussi, que Jack, il est pas le même, quand il est avec ses amis ou quand il est devant tout le monde. Parce que devant tout le monde, c'est le marquis, il doit représenter la les 2 domaines, puisqu'il y a le Mmh. domaine, Oberheim et le domaine de Finet, Mmh. et du coup, il représente. Et à contrario, quand il rencontre son ami Q, par exemple, Mmh. bah, ils vont se faire une tape dans le dos, «Mon ami» et tout, à la quand personne les voit, ils sont tous les 2 amis, quoi. Je vois, Mais si le reste du temps, c'est l'étiquette. je vois. C'est Alors intéressant. ça toujours en public. Par contre avec d'autres nobles, on va être un peu plus relâché, je trouve. Moi je me base sur la relation qu'a Jack par exemple avec Mordérus. Le comte, Ethan Morderius, c'est une relation très amicale. On sent bien que c'est presque 2 vieux amis, alors Mmh. certes, ils ont leurs titres, mais c'est 2 amis limite, ils pourraient, repartir à l'aventure ensemble. D'ailleurs, ça a toujours été le cas et un petit peu pareil pour la Yélis avec la comtesse de Vanille, avec qui, elle va avoir, alors publiquement, cérémonie officielle, OK, on suit le protocole, tout va bien, mais dès qu'on est en face to face, là, ça va être beaucoup plus amical, c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus fun en fait entre les 2. Mmh. Mais ensuite, quand on ressort, attention, on représente à nouveau nos comtés, donc il faut il faut absolument garder l'étiquette. Voilà, Je c'est pour vois, ça que je parlais de schizophrénie, hein, c'est vraiment le terme, quoi. c'est vrai. Alors, la Yélis, tu as plus ou moins répondu à cette question, mais Désolé, la décidément. su non, mais en fait, c'est bien parce que du coup, ça permet, de d'affiner, de parler un peu plus. Avant de vous mettre ensemble, est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre en couple en roleplay? Ça marche aussi pour toi, Talira, si tu as d'autres personnages, voilà. Pas compris la question, je pense. Ah, alors est-ce que, ah oui, du coup, tu, avant de vous mettre ensemble, je parlais, du couple. Est-ce que vous avez Ouais. essayé de vous mettre avec d'autres personnes? Mais, tu peux répondre en tant que, joueur, roleplay si tu as eu des couples, enfin si tu as déjà mis un personnage en couple. Je dirais ça comme ça. Pas Pour l'instant, celui-là. je vais laisser la parole. Pas celui-là évidemment. Voilà, on est d'accord, Mais Oui, mais bah, personnellement, moi, je venais de enfin, j'ai fait un un 1er perso RP, sur WoW, mmh. avant le marquis, et je faisais pas de RP, couple avant, c'est mon D'accord, premier RP couple, en fait, hein. d'accord, Et mon 2e perso RP sur WoW, en fait, parce que j'avais pas fait, ça fait d'accord. pas longtemps finalement. Ils sont là OK, depuis plus longtemps, les vieilleries. d'accord. Et du coup, toi, tu enfin si tu pas de réponse, il y a pas de problème, hein. Voilà. Moi de mon côté, j'ai eu des personnages en couple. Heu, Après ça a rarement tenu, j'ai l'impression que Oui, la des norme, des c'est oui. couples Mmh. des couples long terme, j'en ai jamais eu Mmh mh. réellement. J'ai l'impression que les personnes, j'ai notamment un personnage qui est marié et depuis qu'il est marié, je crois que j'ai jamais revu la mariée, C'est un peu et pourtant, classique ça. avant le mariage, il y avait pas mal de RP entre les 2, donc c'est pour ça que j'avais, notamment accepté que le personnage se marie. Mmh mh. Mais c'est vrai que derrière, j'ai ça a pas prolongé. Ouais. Heu, Après j'ai eu, je sais pas si on peut appeler ça un couple, mais il y a un couple qui a duré assez longtemps, mais c'était pas vraiment un couple non plus, donc et c'est peut-être ce qui a fait que ça a tenu aussi. Ouais, des fois, ne pas chercher à se mettre en couple, ça fait durer les choses, effectivement. C'est intéressant. Comment vous faites vivre votre famille sur Azeroth? Vous le faites exclusivement, quand vous êtes connectés en jeu ou est-ce que vous avez un Discord sur lequel, vous mettez des interactions, pour continuer à roleplay en dehors, des temps d'écran? bah, moi je dirais qu'avec Jack, on n'a pas trop ce problème étant donné Oui. qu'elle est à 2 mètres de moi. Hem, Par contre, avec les précédents couples que j'ai pu avoir, avec les différents persos que j'ai eus, Mmh mh. non, on le jouait principalement en jeu. Après, il y a des aspects peut-être de rumeurs ou, des RP sur Discord qui vont avoir lieu. Mmh. Mais sur des phases un petit peu particulières, voilà. Après, on fait vivre le couple, en jeu principalement par le biais des events, par le biais de différents events, qu'on va proposer, soit en ambiance, Mmh. soit lors d'aventures
d'aventure ou d'events communautaires où cette fois-ci, bah, forcément le couple du marquis et de la comtesse sont un peu plus, mis, on va dire, sur le devant de la scène, quoi. D'accord. Parce que voilà, souvent la plupart du temps, on va nous demander de prendre des rôles de commandement. Mmh. En plus, on connaît, bah, on est, on commence à dater un petit peu sur ce jeu. Forcément, on canalise et c'est la plupart du temps, comme on est organisateur, bah, on nous demande de gérer derrière. Donc D'accord. forcément, ça implique qu'il y a du temps à passer entre l'un et l'autre, mais après rien ne nous empêche de faire du RP, purement ambiance au manoir. En plus, maintenant Mmh. avec le housing, c'est encore mieux. Ah, c'est vrai que c'est top. Mais quand on le faisait à Sombre Comté, on prenait du temps à Sombre Comté et c'était toujours intéressant d'avoir ce RP-là, en tout cas purement ambiance. C'est vrai Mmh. qu'on a tiré du monde, hein. Il y a eu une époque au Bois de la Pénombre, il y avait pas mal de gens qui venaient. C'était intéressant, mais en même temps, voilà, c'était la difficulté entre, passer du temps avec, que le couple, en fait, passe du temps ensemble Mmh. et de l'autre côté, bah, devoir assurer, on va dire, sa représentation, de noblesse. Donc il y a eu des soirées où, par exemple, il y avait X nombre d'entretiens, de la Yiddish avec, X nombre de personnes qui voulaient voir la comtesse et très, très peu de temps, pour que, le marquis, Finet et la comtesse Oberheim puissent, on va dire, flirter, passer un petit peu de temps ensemble, se découvrir en tant que jeune couple bien avant qu'ils étaient mariés, quoi. Je Voilà. comprends. Et des moments Je assez vois. cocasses, c'était très drôle, ouais, à jouer. Je veux bien vous croire. Alors, ça tombe bien que tu parles des campagnes en roleplay parce que du coup, je voulais savoir, est-ce que vos personnages sont susceptibles de mourir ou vous acceptez pas la mort? Alors, moi, j'accepte la mort, mais sous condition. D'accord, Je veux dire, si c'est Joel Clodo qui débarque, qui met un coup de schlass, ça va pas le faire. d'accord. Clairement, voilà, je pars du principe que le personnage a suffisamment de lore et une longue construction derrière pour pas qu'on ait un random qui décide de dire: «Bah, tiens, HRP, je vais tuer la comtesse, Oui, Non, écoute, c'est bon, ça suffit». Voilà, donc non. Par contre, si c'est une action qui est, fait, concertée et cetera, oui, en fait, totalement. d'accord. Laïs a perdu un bras en event, ça s'est joué en jeu totalement, donc le fait qu'elle ait perdu son bras droit, Mmh. hem, gauche pardon, je dis des bêtises en plus. Il y a eu des tentatives d'assassinat. Je Mmh. repense à l'event des pendus en l'occurrence où, Laïlis a fini dans le coma avec Jack, ça a été concerté en amont. D'accord. Ça a été proposé, j'ai vu avec les personnes, dit: «Voilà, bon alors on va pouvoir jouer ça, ça, ça». En fait, il faut en fait une concertation en amont, Oui, parce que, bah, on joue nos persos et qu'on n'a pas forcément envie d'arrêter de les jouer et ça paraît logique quelque part, que, X machin qui s'est dit: «Bah tiens, je vais faire ça», n'aille pas encombrer le RP des autres, quoi. oui, je Donc comprends. voilà. Par contre, oui, en effet, elle est tuable. D'accord. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Yalice est tout à fait tuable et elle a des faiblesses donc pourquoi pas jouer sur ces faiblesses-là, voilà. Bon après on a pris un petit peu plus de recul sur le RP communautaire, parce qu'on a voulu prendre une trame beaucoup plus dark fantasy qui est pas forcément compatible avec le lore global, on va dire, de KT. Mmh. Mais globalement, oui, ça reste quand même, totalement possible. D'accord. OK. Et Jacques, si tu veux prendre la suite ou tu les rases, peu importe. Bah, du coup, pour ma part, moi, je pars du principe et c'est un principe que j'ai toujours tenu, je crois que je n'ai jamais tué de personnage en comment ça s'appelle? En En jeu, roleplay? Mmh. voilà. Par contre, je pars du principe que lorsque mon personnage commence à faire une action qui potentiellement peut impliquer sa mort, je pars du principe que mon personnage est tuable. Autrement, je pars du principe que les personnages sont pas tuables, excepté si, je le cherche. C'est-à-dire que, personnellement, si, quelqu'un tente d'assassiner mon personnage, je pars du principe que j'ai le droit de le tuer. D'accord. Inversement, si moi je commence à faire des actions, je sais pas moi, prendre en otage quelqu'un, menacer la vie de quelqu'un, on parle en jeu, hein, évidemment. Mmh. Je pars du principe que mon personnage, à ce moment-là, est tuable. D'accord. Donc tu fais en fonction du roleplay que tu es en train de faire, en fait. C'est ça. OK. C'est une bonne façon de faire, je pense. Est-ce que tu veux prendre la parole, Jacques? Eh bien, moi, en ce qui me concerne, déjà, j'accepte pas forcément la mort. Après, heu, qui va vouloir attaquer le marquis et faire et le tuer? Ça, je sais pas, faut se poser la D'accord. question. Mais il faudra venir me poser la question et voir, ce qu'on fait, si on fait un event ou s'il est blessé, ça, je peux accepter, une D'accord. blessure, par exemple, OK, ça marche, ça voilà. me va. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des disputes entre vos personnages suite à un événement lors d'une campagne? Oui, 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 oui.
Je sens qu'il y a des Oui, dossiers. non, mais c'est marrant parce que c'est super fun à jouer en fait, les fausses disputes entre nous. Que surtout quand on joue les personnages. Je me rappelle de Laïlis qui a engueulé Jack, suite à un event où Alan, donc son fils, le futur comte, se retrouve, enlevé, à cause de, sa famille et puis là, il y a Laïlis qui a pété un câble en fait. Elle a dit: mais Jack, là ta famille ça commence à bien faire, Je vois. fais du ménage chez toi», voilà, c'est ce genre de choses. Assez percutant, ouais, non, non, après la plupart du temps, c'est parce que Jack est très débonnaire. Le personnage, hein, j'entends, très, Mmh. très débonnaire et la Yélis, lui tape un petit peu sur la main ou lui met un petit coup derrière sous la table en disant, «Tenez-vous, cher marquis». Oui, Ça, je vois. c'est souvent ça, mais non, le couple Finot-Oberheim est quand même un couple assez solide, on va dire, D'accord. hem, parce qu'ils ne dévoilent pas leurs sentiments en public et Oui. c'est véritablement dans leur RP. On a essayé de le jouer comme ça. Mmh. Volontairement dans le sens où bon OK, là il y a un truc qui me plaît pas, donc il va y Mmh. avoir un vieux regard qui va partir et on le décrit, c'est assez drôle. Genre, regarde mal machin ou, le fusil du regard et puis en fait, il y a rien qui va se dire et on comprend qu'il y a une tension en fait entre les personnages, mais publiquement ils vont pas se disputer en fait. Ça va Ça être va en se passer vrai. vraiment dans la Mmh. sphère privée, ouais. Je vois. On C'est se très, dispute, RP-like. hein? Il y en a eu quand même, de temps en temps, hein? Bon, Surtout quand Jack il a laissé, Alan s'amuser, là où il voulait, quand il voulait, là il y a eu un petit peu de il y a eu une grosse tension là. un petit peu, ouais. Moi, j'ai Ouais. souvenir qu'à ce moment-là, c'est quand même parti, c'est parti en dispute en public ce jour-là. Ah oui, carrément. Un peu, ouais. Ouais, ouais, non, c'est la seule fois où la Yélis a mis une gifle au marquis devant tout le monde. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, là, c'est parti loin parce que c'était trop grave pour elle, en fait. En tout cas, pour la Yélis, c'était beaucoup trop grave, et donc elle a voulu marquer le coup parce qu'il fallait aussi que politiquement, elle marque le coup. Ouais, je Voilà, comprends. c'était tourné d'une façon où, elle s'est dit: «Attends, là, ça ne ressort plus de la sphère privée, ça ressort de la sphère publique et en tant que comtesse, je me dois de démontrer, l'autorité sur mon territoire, même face à un marquis, même face à mon mari», en fait et c'est pour ça que ça a été joué comme ça. Donc D'accord. c'est pas évident parce que sur le coup de l'action, on est très, très, waouh, c'est tendu, on a soi-même, hein, on ressent de Oui. l'adrénaline, mais il faut essayer de garder son calme, de réfléchir dans le personnage et c'est ce que je disais en début, c'est ce qui rend vraiment les choses intéressantes. Mmh. Je C'est ce qu'il comprends. en pense le marquis, hein? On lui posera la Il s'en question à l'occasion. Ouais, c'est ça. Alors, ma question, la dernière du coup, quel conseil vous donneriez, à des joueurs qui veulent, commencer le roleplay couple et le roleplay famille? On commence par qui veut, hein. Beaucoup de discussions, Mmh. déjà en amont, D'accord. préalable. Vraiment une discussion, faut parler avec les gens, faut dire: «Voilà, j'ai un projet, c'est celui-là». On pose le cadre, en fait, dès le départ, on Mmh. explique où est-ce qu'on veut aller. Hem, 1 point. Le deuxième, c'est que je vous déconseille de le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mmh. Parce qu'il y a eu des enfants qui ont été joués et qui ne sont plus joués aujourd'hui, Mmh. parce que, les gens partent, les gens vivent leur vie ou les gens, font un peu n'importe quoi avec le personnage et donc quelque part, il va pas y avoir un respect du lore de la famille. Mmh. Voilà, donc il y a des personnages comme ça qui ne sont plus joués, je pense à l'un des enfants de la Yélis en l'occurrence, qui n'est plus joué, tout simplement parce que le joueur est parti, ne joue plus en fait, le personnage, il n'avait pas vraiment joué la Mmh. façon dont c'était prévu à l'origine. Donc vraiment, si vous faites un RP famille, moi je vous conseille faites des fiches de personnages quoi. En fait, je veux dire, vous êtes tous des rôlistes, faites une fiche de perso, voilà ton objectif, voilà le caractère du personnage, c'est comme ça et puis c'est tout. Et si tu Mmh. ne souhaites pas le jouer, je ne te force pas, ne le joue pas, mais seulement si ça te plaît, fais-le. Ça, c'est pour la partie, je dirais, enfant. Pour la partie couple, il faut simplement, je pense, discuter avec la personne, mettre les choses au clair dès le départ en disant: «Écoute, il y a un RP couple, on va poser les limites, un peu comme on le fait dans la vie, hein. Mmh. On va poser les limites ensemble, on va poser ce qu'on n'aime pas, ça te va, ça te va pas, OK, nickel» et puis une fois qu'on est, dans la concertation et que chacun sait un petit peu où est-ce qu'on va aller dans ce RP couple, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air pas mal.
Et autre élément assez important, si vous faites du RP couple, alors là, c'est vraiment un conseil que je vous donne par expérience. Si vous faites un RP couple avec quelqu'un qui est déjà en couple dans la vie réelle, bah, informez la personne, qu'il faut qu'il Ah oui, informe, ça! sa compagne ou son compagnon, Oui, qu'il oui, y a oui. un RP couple qui se déroule, parce que ça peut partir en vrille, mais alors d'une force. Oui, Alors que oui. nous, on n'a pas du tout de problématique là-dessus. Je veux dire, Bah, vous êtes en heu couple dans la vraie vie, donc ça va. Ça règle voilà, mais beaucoup de moi, questions. j'ai connu des affaires un petit peu tendues là entre Oui. des gens, qui ont fait du RP couple avec d'autres personnes et puis c'est parti en jalousie, IRL. Alors Mmh. à bon ou à mauvais escient, je suis pas là pour juger les gens, mais je dis simplement que pour éviter d'en arriver à avoir des problèmes à cause d'un roleplay, je pense qu'il vaut mieux communiquer dès le départ, poser la question, dire à son compagnon ou sa compagne: «Écoute, j'ai un roleplay, écoute, t'inquiète pas, c'est juste du jeu, c'est du jeu de rôle, Mmh. est-ce que tu es OK ou pas, quoi?» Comme ça, la personne peut prendre, la température et puis ça évite d'avoir des Mmh. quiproquos, des problématiques, voire même aller jusqu'à la rupture IRL pour un jeu de rôle. Enfin, Mmh. Et je voilà. pense que tu as tout à fait raison sur ce point, parce que même sans parler de roleplay couple, c'est quelque chose qui est arrivé assez régulièrement, des couples comme ça qui découvrent que, le joueur avec qui elles on passe du temps, en fait, c'est une femme et qu'il y ait des problèmes derrière. Donc en roleplay, on sait ce que ça donne. Parce qu'une personne qui est pas dans le roleplay, elle ne connaît pas forcément, les limites et elle sait pas, jusqu'à quel point c'est pour de faux, jusqu'à quel point il y a implication, émotionnelle. Je vais Bah, dire ça comme ça. Mmh. ça rejoint un petit peu ta dernière vidéo, Mmh. heu, sur un sujet un petit peu, polémique en tout cas, où tu parlais, bah, de l'acceptation et de poser les limites aussi, de discuter avec les personnes en face Mmh. pour bien cadrer, les choses. Mais je pense que la concertation et la communication, c'est la première des choses. Mmh. Ça fonctionne IRL, alors encore plus dans un jeu de rôle, quoi. Je suis bien d'accord. Mmh mh. Est-ce que Taliras ou Finet veulent rajouter quelque chose? Moi, je pars du principe, en tout cas pour le RP couple, j'avoue que je me suis jamais particulièrement concerté avec la personne. Mmh mh. Heu, je le fais plutôt au feeling, c'est-à-dire que si je vois que, ça fait un moment que, avec la personne ça se passe bien en RP et que c'est la suite logique, Mmh. oui. Après je fais toujours attention effectivement à ce que la personne, souhaite ou ne souhaite pas. Mmh. Heu, bon après ça a pas toujours, marché, hein, dans le sens où, on voit bien que mon personnage s'est marié et juste après, j'ai jamais revu, Oui. Il y a pas de le science personnage. exacte. Mmh. C'est ça. Mmh. Et pour un RP enfant, là, je suis d'accord qu'il faut vachement communiquer avec la personne et au moins s'assurer que la personne n'est pas quelqu'un qui va arrêter, Du jour au dans lendemain. 3 mois Mmh. et s'assurer que la personne a aussi un RP cohérent avec la famille et cetera. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai joué à un moment, bah, le même personnage a eu un enfant qu'il a adopté. Mmh. Heu Le truc, c'est que non seulement l'enfant jouait un peu n'importe quoi, n'importe comment et ce qui fait que, bah, des fois j'étais pas connecté et le gamin se baladait, dans les rues de Hurlevent, tout seul. Ce que je peux comprendre, hein, la personne avait envie de RP de son côté, mais d'un point de vue logique, Mmh. c'était pas normal que mon personnage laisse son gamin se balader tout seul dans Hurlevent. Mmh. Je comprends. Et puis, de la même manière, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le personnage a complètement disparu et j'ai jamais pu jouer l'évolution et j'ai même fini par, retcon, le fait que mon personnage ait eu, cet enfant-là et Mmh. adopté cet enfant-là parce que c'était pas logique qu'il ne le voit plus, enfin, ça me mettait trop de freins dans le RP Mmh. Je vois ce pour que tu veux dire. un jeu que je ne faisais pas. C'est-à-dire Mmh. qu'un frein dans le RP en mode, j'ai un enfant donc je suis censé faire des choses logiques et Mmh. cetera. Ça oui, mais à partir du moment où l'enfant n'est plus là et que, bah, non seulement j'ai pas le RP, pair mais par contre j'ai les contraintes du RP pair, Mmh. c'est pas agréable. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jacques? Bah, moi, je pourrais dire juste que le fait qu'on se connaît, tous les 2, bah, ça lève pas mal de barrières Mmh. parce qu'on s'est dit dès le départ, on s'est dit: «Ben, voilà, ben, on est en couple au niveau du jeu, ben, est-ce que combien de temps tu veux que ça dure?» Donc on s'est dit: «Ça va Mmh. durer longtemps». On veut essayer de le pérenniser, on veut pas essayer de faire un truc, heu, qui dure, juste un mois donc on a Vous étiez essayé sur la de même continuer longueur ça. d'onde, en fait. Oui Mmh. et puis on a fait rejoindre nos 2 lores. Du coup, chaque fois, on a fait jouer, nos 2 histoires. C'est là qu'on a développé, des histoires en commun après donc Mmh. voilà. OK.
Eh bien, je vous remercie énormément, d'avoir accepté cette interview, c'était très intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, Très et merci à toi d'avoir pensé à nous, voilà. bah, avec plaisir Merci beaucoup. et puis, je vous dis à bientôt en jeu. À très À bientôt. très À Merci à bientôt. bientôt. tous. Ciao et nous revoilà donc pour l'actualité, enfin, ce qui va remplacer l'actualité roleplay, à savoir, le temps, d'écran pour chacun des artistes qui m'ont répondu. Donc, je vais commencer par un artiste amateur qui s'appelle Godaijin Arts, qui fait des dessins amateurs, liés à son univers, roleplay, c'est-à-dire, beaucoup dans les arts martiaux. Voilà, je vous mets quelques images, par la suite, avec le lien évidemment, pour, voir ce qu'il fait, en description. Donc, notre deuxième artiste, c'est Laïelis. Maintenant, vous reconnaissez son pseudonyme puisque nous venons de l'interviewer. Donc, il évolue depuis 21 ans dans le monde de World of Warcraft et plus précisément sur le roleplay de Kirin Tor. Il est probablement l'un des vétérans de la communauté actuelle. Il écrit aujourd'hui des aventures et des événements pour la communauté autour de la dark fantasy avec une forte influence gothique. Donc il a écrit un livre qui s'appelle «Cousu de fil rouge» que vous pouvez retrouver, qui est donc disponible, gratuitement sur Wattpad et sur un forum dont je vous mettrai, les liens en description et vous pouvez également l'acheter en version papier sur Amazon. Je vous encourage fortement à le faire parce que, voilà, ça l'encouragerait certainement. Donc, le synopsis est le suivant: au cœur de la forêt, du bois de la pénombre, la nature respire, observe et se venge. Quand la comtesse Laïeli Oberheim de Sombre-Comté tente de préserver son domaine, elle découvre que la forêt n'est pas seulement vivante. Elle pense, juge et réclame réparation. Entre morts oubliées, tisseuses d'ombre et secrets enfouis, une lutte s'engage pour rétablir l'équilibre d'un bois où chaque fil de vie se paie d'un sacrifice. Donc, le mot de l'auteur, Cousu de fil rouge est une fresque gothique et naturaliste ancrée dans un univers inspiré de la dark fantasy. Le bois de la pénombre, jadis lieu de lumière, s'est éveillé contre ses créateurs. La comtesse Laïeli Oberheim, élue de la pénombre, tente d'en comprendre les murmures et d'en apaiser la colère. Autour d'elle gravitent paladins, druidesses et tisseuses, figures d'un équilibre brisé entre la vie et la mort. Le récit explore la symbiose du corps et de la terre, la culpabilité des actions humaines face à la nature, et les forces cosmiques qui tissent le destin des âmes. Donc, chaque chapitre mêle mysticisme, horreur organique et poésie. Jusqu'à révéler la vérité, nous ne gouvernons pas la nature, nous sommes ses créatures et parfois ses cicatrices. Le roman fait également la part belle aux membres de la communauté d'origine, puisque chaque personnage est un avatar joué par la communauté Kirin Tor en roleplay. Sachez que ce livre existe également en livre audio, qui est lu donc par Taliras, qui est une des personnes que j'ai également, interviewées tout à l'heure. Hem, Ce livre audio est disponible sur une chaîne YouTube dont je vous mets le lien en description. Voilà. Notre troisième artiste donc s'appelle Chadney. C'est un artiste, plutôt dans le dessin. Je vous mettrai l'intégralité des liens pour trouver son travail. Donc, il se décrit de la façon suivante, à savoir: espèce d'artiste qui sévit avec son critérium depuis 2001 et sa tablette depuis 2015, cet aficionado d'elfes et de forte poitrine lutte contre les idées reçues sur le mal de dos. Il ajoute un PS: il n'aime pas faire des furies. Donc, il a également un projet bouquin en cours. Les 2 premiers tomes sont actuellement disponibles et le synopsis c'est le suivant: tenir un café, facile, c'est du moins ce que pensait un certain duo devant éponger une dette colossale, et ce avant de faire face à leur plus grand défi, à savoir les clients. C'est basé sur des faits réels et il existe en version aussi cette partie sur les artistes avec moi. Voilà, j'ai un petit peu hésité, à m'inclure, mais j'ai décidé, que j'avais envie d'essayer. Donc, il faut savoir que j'ai écrit 2 romans, moi. Il y en a un qui s'appelle Cupidon et un autre qui s'appelle Le sourire de la caissière. Mes livres ont la particularité de ne contenir aucune romance et aucune scène de sexe. Voilà.
Comme, j'ai posé, comme, restriction de garder un livre seulement, je vais vous parler de mon dernier qui s'appelle Le sourire de la caissière, qui est donc un thriller écrit du point de vue donc, de la tueuse en série, qui n'a pas de nom, pas de description parce que je voulais que ce soit madame tout le monde et vous le trouverez également sur Amazon, voilà. Je sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais voilà. Et voilà qui conclut notre vidéo du coup et puis, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.